Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici les titres du jour. On vous présente aujourd'hui un photographe animalier pas comme les autres, spécialisé dans la photographie des animaux en voie de disparition. Il s'est fait connaître du grand public grâce à une exposition immersive. Mathieu Courdès est notre influenceur du jour. Et puis à la nuit derrière la tech, Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Le grand oral du bac. Ben oui, c'est un peu en ce moment, effectivement. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment offrir un accompagnement personnalisé à chaque enfant quand on compte jusqu'à parfois, vous le savez, 40 élèves par classe et pour un seul prof en France? C'est l'excellente question que s'est posée notre invitée. Et pour y répondre, elle a créé ce qu'on appelle un prof particulier virtuel qui accompagne les élèves dans les filières scientifiques notamment. Et on en parle avec elle. Louise Richer, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la cofondatrice de Racouno. Racouno, vous allez nous le présenter dans un instant. D'abord, on regarde le focus. Dans un monde où les animaux sont de plus en plus, vous le savez, au cœur des préoccupations, notre influenceur du jour se charge de nous informer sur ces animaux méconnus et leur habitat naturel pour participer à sa manière à leur protection. Il s'appelle Mathieu Courdès, il est influenceur et photographe animalier et c'est Jean Martineau qui nous dresse son portrait aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Courdès et je suis photographe animalier. Mathieu Courdès, photographe animalier. La présentation pourrait s'arrêter là, et pourtant, Mathieu est bien plus qu'un simple photographe qui se contente de nous exposer ses photos. Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram et plus de 400 000 sur TikTok, son succès est indéniable. Un succès qui peut notamment se traduire par le fait que Mathieu cherche à expliquer ce qu'il photographie et pourquoi. Alors là, on a une trace très intéressante. Il y a une grande coulée juste ici. Et en fait, c'est un léopard qui a traîné sa proie, puisqu'on voit les traces de léopard. Vous voyez, tout là, ça a été traîné. Alors, c'est une petite proie. C'est une trace très intéressante, puisqu'elle nous indique qu'il y a eu un kill. En fait, le léopard va mordre sa proie au niveau du cou, et ensuite va la traîner sur plusieurs mètres pour l'amener à l'ombre et la protéger des charognards. Chaque vidéo est une véritable immersion. Le jeune Français nous plonge au cours de ses vidéos dans des voyages à travers le monde. Chacun de ces clichés possède son histoire qu'il nous raconte à travers des vidéos courtes et rythmées. Il est juste là. C'est le plus gros et le plus fort des tigres. Ça fait maintenant une semaine qu'on est à sa recherche. Il ne nous reste plus qu'une seule chance. C'est parti pour aller le photographier. Derrière moi, toutes les petites traces rouges, ce sont des traces de griffures. On se rend compte de la puissance de l'animal. C'est très profond. Donc on est bien dans son environnement, on va essayer de le trouver. Entre découvertes, astuces et expériences, Mathieu se sert de sa passion et notoriété pour nous aider à mieux comprendre comment se comportent les animaux dans leur habitat naturel et en profite même pour nous donner quelques conseils. Avant de pouvoir s'approcher de ces gorilles, il y a 3 règles de protocole à respecter. L'une des premières règles de sécurité, c'est de demander l'autorisation au dos argenté pour approcher sa famille. Cette autorisation se fait par ce bruit. Si le gorille des montagnes répond, alors ça veut dire qu'on est accepté. Deuxième règle, si le gorille s'approche vers vous et vous ne pouvez plus reculer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une feuille et vous la déchirez. En entendant le bruit des feuilles déchirées, le dos argenté va croire que vous êtes végétarien, donc vous n'êtes pas une menace pour le gorille. Deuxième règle, mais peut-être la plus importante, si vous vous retrouvez face à face avec un gorille des montagnes, surtout un dos argenté, ne le fixez pas dans les yeux. Il verrait ça comme une provocation. Chacune de ces vidéos est un moyen d'apprendre et de comprendre le monde de la faune et de la flore. Les hyènes tachetées ne sont pas uniquement des charognards. Elles traquent, puis épuisent leur cible. Ces redoutables chasseuses attraperaient leur proie à 80% du temps. Pour info, les lions n'ont qu'un taux de réussite de 20 à 25%. Freiné à ses débuts par ses parents, qui ne considéraient pas le métier de photographe animalier comme une vraie profession, Mathieu Courdès a su prouver au fil du temps que vivre de sa passion n'est pas seulement une bonne ambition. Et bien c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. On se dit à bientôt.
Allez, autre chose à présent. Si les algorithmes peuvent offrir une expérience unique à chaque utilisateur, pourquoi ne pas les mettre au service de l'éducation? Là où les salles de classe sont déjà bien chargées, vous le savez, où forcément un accompagnement personnalisé semble aujourd'hui bien difficile, voire impossible. Notre invitée a justement la réponse à la question et on va en parler avec elle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, donc, Louise Richer. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de cette application, de cette web app qui s'appelle Rakuno. Vous allez nous présenter dans un instant. D'abord, Louise, l'intelligence artificielle, vous le savez, a investi le domaine de l'éducation depuis plusieurs mois déjà, en faisant beaucoup de bruit, en révolutionnant les usages aussi. Révolution que vous avez décidé de suivre, Louise, en créant donc Rakuno, une sorte de compagnon de révision digitale et surtout dans notre poche, et qui permet aux élèves de réviser les matières scientifiques en 15 minutes par jour. Ça, c'est votre promesse. Expliquez-nous comment ça marche. Exactement. Donc, j'ai développé Rakuno, qui est en fait le premier professeur particulier dans la poche des élèves. Et on va utiliser l'intelligence artificielle pour accompagner les élèves et leur donner le soutien personnalisé dont ils ont généralement besoin pour réussir. Donc, concrètement, on utilise tous les outils, tous les avantages de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la personnalisation, le fait que on peut générer énormément de contenu scolaire ultra personnalisé. On va utiliser ça pour les aider à réviser, pour les aider à préparer les examens, notamment le brevet, le bac, et pour simplement se motiver et réussir à travers toute leur scolarité. Et ça, principalement sur les matières, les filières, les matières scientifiques. Exactement. Donc, on a commencé avec les mathématiques. Ouais. Le but va être de s'étendre à toutes les matières scientifiques, parce qu'on a senti d'abord un besoin plus urgent en mathématiques. D'accord. Mais le but, c'est que Rakuno soit un prof particulier qui va t'aider dans toutes les matières, tous les soirs, tous les jours, quand tu en as besoin. Alors, c'est important parce que combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? Seuls 50% des élèves qui entrent en 6e sont capables de répondre à cette question. Un constat inquiétant qui est partagé aussi par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le niveau des élèves français en maths et plus largement en sciences. Est-ce que vous le trouvez alarmant? Et surtout, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie, ou l'idée en tout cas, de créer Rakuno? Exactement. On est parti de 2 constats. Le premier, c'est que le niveau des Français il baisse et on le voit chaque année. On l'a encore vu il y a quelques mois avec le rapport PISA. Oui. Et c'est lié en partie à un manque de personnalisation à l'école. Quand on a seulement un enseignant pour des classes avec 40 élèves, c'est très très dur d'apporter à chaque élève, de répondre à ses besoins et de lui offrir ce soutien personnalisé. Et la solution traditionnelle qui existe aujourd'hui, c'est les profs particuliers. Mais tout le monde ne peut pas se payer cette solution parce que ça reste une solution qui coûte au minimum 100 € par mois si on veut se faire accompagner un peu régulièrement. Mais à côté de ça, on a l'intelligence artificielle que j'ai étudiée donc, à Berkeley où j'ai pu étudier les outils de machine learning, de data science, etc. Et ça représente une énorme opportunité parce que ça va pouvoir venir répondre à ce besoin de personnalisation. On va pouvoir créer du contenu, connaître les points forts, les points faibles de l'élève et avec ça l'accompagner, lui offrir le programme le plus personnalisé possible. C'est en tout cas la mission que vous proposez effectivement avec votre entreprise. Les difficultés que les élèves rencontrent en maths, elles sont principalement dues à quoi selon vous? Vous échangez peut-être avec certains de vos utilisateurs. On dit souvent que les jeunes ont peur des maths, que c'est une matière par rapport aux autres qu'on craint un peu parce que c'est complexe et puis forcément, on en parlera dans un instant, mais de plus en plus de filles s'éloignent des filières scientifiques et notamment des maths. Pourquoi les élèves français ont-ils autant de difficultés en maths selon vous? C'est une matière où en fait, comme toutes les autres matières, il y a besoin d'un accompagnement. Tout le monde n'apprend pas la même matière, les mathématiques. Et surtout, il y a un moment, il faut être motivé. Et on a aussi un problème de motivation des élèves où quand on a eu 8 heures de cours par jour, c'est difficile le soir de rentrer chez soi et se dire maintenant, je vais travailler en plus 3 heures mes maths. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous aussi de créer une solution ludique qui encourage les élèves à utiliser simplement 15 minutes par jour, un peu à la Duolingo qui fait ça avec c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Exactement. Et de, comme ça, les emmener à travailler 15 minutes par jour le soir de manière fun. Et aujourd'hui, c'est possible avec Rakuno. Quand avant, vous deviez faire un exercice sur les fonctions un peu ennuyant, aujourd'hui, vous pouvez demander à Rakuno, fais-moi un exercice sur les fonctions et sur Harry Potter. Donc, il vous le génère, par exemple, avec un truc un peu fun sur Harry Potter. Exactement. Et à la place de calculer ma fonction un peu ennuyante, je vais calculer la trajectoire de mon balai quand je joue au Quidditch. Génial. Donc, ça change tout de suite l'approche au devoir. C'est sûr, c'est sûr. Alors, si je comprends la mission de Rakuno aussi, et c'est ce que vous mettez sur votre site internet, chaque élève peut être bon en sciences. Exactement. C'est vrai, vous y croyez? Oui, tout à fait.
Avec un peu de pratique et un peu de gamification aussi, ça change tout. On voudrait parler avec vous d'intelligence artificielle. Je l'ai dit, Rakuno, c'est aussi et surtout une histoire d'IA. Alors justement, Louise, qu'est-ce que l'IA vous permet de faire aujourd'hui que vous n'auriez pas pu faire sans cette technologie, et en quoi c'est une petite révolution dans l'apprentissage des maths et des sciences? L'intelligence artificielle, ça va déjà nous permettre d'accompagner sur mesure les élèves parce qu'on va pouvoir vraiment connaître leurs difficultés et leurs facilités. Et comme ça, on va pouvoir leur proposer un accompagnement personnalisé. Ouais. Et c'est le cas aujourd'hui avec notre préparation au brevet et au bac, qui permet de réviser donc tout le bac et le brevet de manière ludique, sous la forme de quiz, de petites questions, de manière efficace et sympa. D'accord. Et en fait, 2 élèves n'auront jamais la même session de quiz, parce que les questions vont s'adapter à l'élève, vont être plus difficiles si c'est un bon élève et plus faciles si l'élève a plus de difficultés. Je vous pose la question de l'intelligence artificielle parce qu'on a récemment reçu dans l'émission Bruno de Vauchel. Bruno de Vauchel, c'est un spécialiste du numérique éducatif qui nous disait récemment que les startups EdTech utilisent le terme intelligence artificielle dès lors, et je le cite, qu'elles recherchent des financements, souhaitent attirer l'intérêt des médias, susciter la curiosité, voire de l'engouement de la part des enseignants et du ministère. L'intelligence artificielle dans l'éducation, Louise, est-ce que c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est plutôt une affaire de communication selon vous? C'est une vraie révolution quand on voit ce qu'on va être capable de faire d'ici quelques années pour l'éducation. Quand on se dit que le soir, un élève pourra rentrer et se faire accompagner, avoir un programme de révision sur mesure, pourra poser toutes ses questions en maths et pourra se faire aider. Ça va révolutionner l'éducation. Aujourd'hui, les seules personnes qui ont accès à ça, c'est ceux qui peuvent se payer un prof particulier ou qui ont des parents qui sont là le soir pour les aider avec les devoirs. Il y a un problème d'inégalité des chances. Exactement. Aujourd'hui, ça coûte combien, Rakuno? Aujourd'hui, alors la préparation au brevet et au bac est entièrement gratuite. Le but, c'est vraiment d'aider les élèves qui d'habitude ne pourraient pas se payer le prof particulier. Et après, on fonctionne avec un système d'abonnement en fonction du nombre de questions qu'on souhaite poser. Si on atteint un grand nombre. Oui, parce que tout ça coûte cher. Vous vous basez sur quel modèle? On parle souvent ici de ChatGPT, de Midjourney. Alors, vous faites peut-être pas de la génération d'images encore. Justement, je crois que c'est sorti aujourd'hui ou ça sortira demain. Donc, c'est vraiment... Dans Rakuno, vous allez... Exactement. Comment ça va se passer concrètement, alors? Par exemple, pour tous les exercices de géométrie, etc., on va être capable de générer le cube, le triangle, le rectangle qu'on va étudier... Donc ça y est, vous êtes bien lancé sur le marché pour accompagner tous les élèves. Bon, Louise, ce que je vous propose, c'est de continuer nos échanges dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Louise Richer, aujourd'hui la cofondatrice de Rakuno. Mais Louise, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, vous allez nous parler aujourd'hui du grand oral du bac. Exactement, il faut savoir que le grand oral du bac a lieu en ce moment, c'est-à-dire entre le 24 juin et le 3 juillet. Cette année, c'est 730 000 candidats au bac, donc 730 000 grand oral du bac, avec 2 examinateurs. Vous voyez, c'est une sacrée organisation. Ça, j'imagine. Alors, racontez-nous ce que représente ce grand oral du bac. Alors, le grand oral du bac, c'est déjà une épreuve individuelle, à l'oral, évidemment. Chaque lycéen a préparé 2 sujets, donc une réflexion problématisée autour de 2 sujets qu'il a choisis lui-même, hein. Donc l'idée c'est que ça l'intéresse et que ça tourne autour de ses spécialités. Soit c'est un sujet par spécialité, soit ça peut être un sujet croisé sur les 2 spécialités. Le jury composé de 2 profs, en général quand même au moins un d'une spécialité, et c'est le jury qui choisit l'une ou l'autre question. Voilà comment ça fonctionne. C'est 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage, et c'est un énorme coefficient, puisque c'est coef 10 pour les bacs généraux et coef 14 pour les bacs technologiques. Donc, si on réussit, c'est mieux. Mais c'est mieux, toujours. Comment se déroule l'épreuve en elle-même? Alors, les règles sont extrêmement précises. C'est vraiment une épreuve extrêmement normée. Déjà, 20 minutes de préparation. Le jeune, le lycéen, va être dans une salle et puis il va préparer son sujet. Et là, il n'a aucune obligation, hein. Donc, il peut préparer son plan en brouillon, il peut préparer son intro, sa conclusion. Il peut décider aussi de préparer quelque chose, c'est-à-dire une sorte de production qu'il montrera à son jury, mais aucune obligation. Il fait absolument comme il veut. Il y a différents temps ensuite, je crois. Exactement, 20 minutes de passage et là, 2 temps. 10 minutes qu'on appelle d'exposer. L'objectif, c'est d'exposer et convaincre. Alors, en général, le candidat est debout. Hein, dans les textes officiels, c'est écrit. Petit conseil, on rappelle la question au jury qui se rappelle peut-être plus. Deuxièmement, on fait une intro de manière assez classique, une accroche, une problématique, une annonce de plan. Et puis, un développement en 2 ou 3 parties. Ce qui est très important, c'est que ce soit structuré. C'est-à-dire que le jury s'y retrouve, comprenne un peu le déroulé de votre exposé. Et puis une conclusion. La conclusion, pareil, de manière assez classique, c'est une reprise. On apporte une réponse à la question qu'on a posée. Et puis une ouverture. On néglige pas l'ouverture, elle est vraiment fondamentale. Ça veut dire qu'on aborde un sujet un tout petit peu décalé par rapport à la problématique qu'on a traitée. Voilà. À l'oral, le lycéen peut utiliser le tableau, mais il n'est pas obligé. S'il a envie de faire un graphique, il peut le faire, mais absolument pas obligatoire. Parfois, les jeunes se mettent un peu cette pression. Alors après, est-ce qu'il y a un échange avec le jury? Exactement, c'est les 10 minutes suivantes. Là, l'élève peut s'asseoir, il n'est pas obligé d'être debout. Et là, c'est vraiment un jeu de questions-réponses avec le jury. L'idée, c'est de dialoguer et convaincre. Alors, le jury peut poser des questions, disons, assez simples, simplement pour avoir des précisions sur l'exposé. Le jury peut aussi lever une ambiguïté. Par exemple, pendant l'exposé, il y a un point qui a été abordé, il a envie de creuser, il creuse, aucun problème. Et puis, il peut aussi demander au lycéen son opinion personnelle sur le sujet. Alors, quelques conseils à donner à ce moment-là. Surtout, développer. Les lycéens ont l'habitude de répondre par oui ou par non. Il faut un petit peu leur tirer les verres du nez, si vous m'excusez cette expression. Non, vraiment, développer, c'est important. Un autre conseil, si vous ne savez pas, on vous pose une question, vous ne savez pas, dites-le. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Dites au jury, je ne sais pas. Si vous ne comprenez pas bien une question qu'on vous pose, demandez au jury des explications sur la question. Vous avez le droit, évidemment. Et parfois, ils sont tétanisés, les pauvres. Et puis, préparez bien des contre-arguments. Imaginez que le jury peut venir un petit peu vous titiller, surtout si vous avez été bon. C'est ça qu'il faut savoir. Quand on est bon, alors on vient creuser. C'est plutôt bon signe. Exactement, Philippine, c'est carrément bon signe pour eux. Tant mieux. Alors, quels sont les objectifs, Alexandra, de ces épreuves et surtout, quelles sont les compétences qui sont évaluées dans le cadre du grand oral? Alors, il y a une grille d'évaluation qui est extrêmement précise et fournie par l'Éducation nationale. Vous la voyez à l'écran. Pour résumer, il y a 3 compétences que cherche à évaluer le jury. La première, ce sont les qualités oratoires. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer, d'argumenter, de vous engager dans la parole? La deuxième compétence que vient évaluer le grand oral, c'est votre
capacité à argumenter, à faire preuve d'esprit critique. Et la troisième, et qui me semble absolument fondamentale, ça s'appelle du savoir-être, c'est d'être capable d'interagir avec votre jury. C'est-à-dire de dialoguer, de rebondir, de faire preuve de souplesse. Vous avez le droit de vous tromper, de revenir sur quelque chose que vous avez dit. C'est vraiment très important. Il faut être capable de reformuler, il faut être capable de se corriger si on s'est trompé. Et ça, c'est la vie, en fait. Hein. C'est la vraie vie, simplement. Oui. Effectivement. Est-ce que vous avez, Alexandra, des conseils à donner aux lycéens qui nous regardent et qui préparent leur grand oral? Alors, des conseils. Déjà, c'est une épreuve qu'on peut vraiment cartonner si on est bien préparé. Il faut préparer un certain nombre de choses. Premièrement, la forme. Il faut vraiment que votre exposé soit bien construit, c'est extrêmement important. Mais le fond, on ne néglige pas le fond, bien sûr. Il faut avoir fait des recherches, il faut qu'il y ait du bon contenu. Il faut s'entraîner à l'oral, hein. Travailler cette capacité oratoire. Il faut simuler des grands oraux, évidemment. Et puis, préparer des questions auxquelles vous pouvez être confronté. Quand on s'est déjà demandé quelle question on va pouvoir me poser, il y a des chances qu'il y en ait une ou deux qui tombent. Oui. Voilà. Alors, c'est grâce à ça qu'on peut cartonner son grand oral, qu'on peut avoir une excellente note et pourquoi pas décrocher une très belle mention au bac. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ça ne sert pas grand chose, hein, puisque l'orientation se fait avant. Mais pour l'ego, c'est toujours très sympa. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Louise, vous n'êtes pas sortie du lycée il y a très longtemps non plus, mais ce n'était pas encore l'épreuve du grand oral. C'était pas encore. Pas encore. C'était le vieux bac. Malgré tout, cette compétence oratoire, elle est hyper importante aussi dans votre job en tant qu'entrepreneur. On va en parler dans un instant. J'imagine que vous pitchez devant des entrepreneurs, devant des investisseurs aussi. Est-ce que vous avez suivi certains des conseils qu'Alexandra a pu donner? Tout à fait. Et à l'époque, on avait l'épreuve aussi des TPE qui, en fait, nous préparaient. On avait aussi un oral, je crois, de 10 minutes qui nous préparait très bien à ça. Ouais. Ça demande de la préparation et il n'y a rien de mieux, effectivement, que et de l'entraînement. Répéter l'entraînement. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra, pour cette chronique. Avec et puis, on continue à échanger tous les trois dans la deuxième partie du talk. Et on continue à le faire avec notre invitée Louise Richer, la cofondatrice de Racouno. Ce que je n'ai pas dit aussi, parce que j'ai laissé un petit peu de suspense dans l'émission, c'est que Alexandra, vous connaissez Louise parce que Louise a été l'une de vos élèves. C'était en classe de seconde, je crois, c'est ça. Puisqu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais on va le redire pour celles et ceux qui n'étaient pas forcément là devant l'émission. Vous êtes coach en orientation, vous faites plein de choses dans votre vie. Et avant, dans votre vie d'avant, vous étiez enseignante en économie. Et vous donniez, et j'y ai aussi participé, des cours d'économie dans lesquels on devait créer sa mini-entreprise fictive. Ça s'appelait la PFEG, Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Qu'est-ce que ça vous inspire, la présentation de Racouno? Alors effectivement, c'est génial de retrouver Louise. Elle était dans ma classe de seconde et elle travaillait sur l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'était qu'il crée une entreprise fictive. C'était très gentil en classe de seconde, hein, mais c'est génial de voir que ça a peut-être porté ses fruits. Bah oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, vous venez de vous lancer dans un secteur de l'éducation. Vous disposez encore d'un regard un petit peu extérieur sur le marché de la EdTech. Qu'est-ce que vous comprenez de ce secteur aujourd'hui? C'est un secteur qui reste très nouveau. On est un peu les pionniers dans ce secteur. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on découvre comment les élèves utilisent l'IA. Bien sûr. En même temps qu'eux. Et on réalise pour le moment que beaucoup des élèves en fait s'en servent pour tricher. Ils vont s'en servir pour envoyer leurs. C'est ce qu'on dit en tout cas. C'est ça. Pour envoyer leurs devoirs maison sur ChatGPT qui va le faire pour eux. Et c'est pour ça que c'est hyper important dès maintenant de créer des outils qui sont en fait pédagogiques et qui vont plutôt accompagner l'élève et l'aider à trouver la réponse. Et c'est ce que fait Racouno, plutôt que juste lui donner la réponse. Alors malgré tout, vous êtes lancée, Louise, dans un marché sacrément compliqué. Pour votre première aventure entrepreneuriale, en tout cas, l'EdTech, c'est un secteur assez paradoxal et on en parle régulièrement ici, où des entreprises se créent mois après mois. Elles sont nombreuses, elles sont souvent très engagées aussi, avec des vraies valeurs et des vraies forces de proposition aussi, une vraie détermination à faire changer les choses pour le meilleur, à la fois pour les enseignants, pour les familles et pour les élèves. C'est aussi un marché complexe dans lequel il n'y a pas ou peu de business model. C'est en tout cas ce que disent ici sur ce plateau les entrepreneurs qui viennent nous voir. Une monétisation difficile, voire impossible. Ça ne vous fait pas peur? Non. Avec mon équipe, on est convaincus que avec l'intelligence artificielle, on va être capable donc de remplacer d'une certaine manière les profs particuliers, pas vraiment de les remplacer parce qu'en fait ceux qui vont payer c'est complémentaire en fait. Ça va être exactement et ça va être possible de le faire pour quelques euros par mois.
C'est pas un marché où vous vous dites, avec un peu de moi de recul maintenant, effectivement, c'est complexe, il y a beaucoup d'administratifs, il y a ces relations parfois avec l'institution, le ministère de l'Éducation nationale qui sont compliquées. En fait, peut-être que vous n'avez pas besoin de ces relations. Et pour l'instant, vous tracez votre route toute seule. Exactement. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, mais on resterait en contact avec l'éducation nationale, dans le sens où il faut faire en sorte que Rakuno suive bien les programmes, sinon il ne va pas aider les élèves de la bonne manière. Donc, il y a tout cet enjeu à avoir et à avoir en tête, effectivement. Elle ressemble à quoi, selon vous, l'école du futur aujourd'hui, Louise ? C'est une très bonne question et je suis convaincue que l'école du futur va être une école où en fait l'intelligence artificielle vient complémenter le travail des professeurs et vient enrichir leur travail, dans le sens où les professeurs vont continuer à faire leurs cours, mais ils auront accès à des outils qui vont faire, par exemple, que ça va être possible de corriger des copies en seulement quelques minutes, alors qu'avant, ça prenait des heures. Et le temps passé par les enseignants, le temps gagné par les enseignants pourra être utilisé pour créer plus de liens avec les élèves, les accompagner justement de manière plus personnalisée. C'est en ça que vous croyez, en tout cas, l'école du futur, version Louise Richer. Est-ce que l'intelligence artificielle, justement, Alexandra, vous qui avez été enseignante, ça vous changerait le quotidien si aujourd'hui vous l'utilisez dans les salles de classe? Est-ce que vous en voyez les usages? Bien sûr. Moi, je pense que c'est une vraie révolution, et Louise le disait. Et dans le projet qu'elle développe, ce que je trouve vraiment génial, c'est de favoriser la régularité dans le travail, en fait. Parce qu'avoir un prof particulier, même si on en a les moyens, c'est une fois par semaine. Et là, pouvoir être accompagné tous les soirs, moi je pense que c'est ça qui va faire progresser les élèves, surtout s'ils se prennent au jeu. Et justement, vous y prenez part aussi, effectivement, avec Rakuno. Il y avait un troisième sujet que je voulais évoquer avec vous, Louis, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Vous le savez, on est au cœur de la troisième révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les femmes, elles ne sont que 24% à travailler dans le secteur du numérique et 11% à occuper des postes à responsabilité. Les filières dédiées au numérique, elles sont occupées à 80% en moyenne par des hommes selon la JFD. Vous êtes une sorte d'ovni. Alors il y en a de plus en plus, des jeunes femmes, des jeunes filles qui montent leur boîte dans le secteur de la tech, mais elles sont encore trop rares. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on manque de rôle modèle ? Tout à fait. Donc j'ai eu la chance avec mon équipe d'être incubée à Station F, donc qui est le plus grand campus de start-up de France. Et c'est un endroit incroyable où j'ai eu la chance d'échanger avec énormément de personnes. Mais c'est vrai que le nombre de femmes cofondatrice et en plus cofondatrice de start-up dans la tech, je les compte sur les doigts d'une main. Vous, ça vous a pas fait peur quand vous vous êtes lancée Pas du tout. Ce rôle d'entrepreneur dans la tech en étant une femme? Pas du tout. J'ai eu la chance de grandir avec des rôles modèles. Dès la seconde, justement, on nous encourageait à créer une entreprise et le fait que je sois une fille ne m'a jamais découragée ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça semble être une évidence de... C'était porté par des femmes, ce projet. Exactement. Des profs femmes. Et ce, partout en France aussi, parce que maintenant, cette pédagogie, effectivement, c'est diffusé, notamment avec Entreprendre pour apprendre, qu'on a reçu récemment dans l'émission. Au-delà des femmes, de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans veulent créer leur entreprise. Aujourd'hui, avant le CDI, c'était le Graal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que c'est plutôt l'entrepreneuriat et la liberté que ça apporte? Avec les risques aussi, bien sûr. Mais quel est votre point de vue là-dessus? Tout à fait. Je pense que de plus en plus, quand on regarde un peu l'état du monde et qu'on se dit on veut apporter des solutions innovantes, il va falloir créer de nouvelles solutions. Et c'est ici qu'il va falloir réunir en fait plusieurs disciplines et avoir des parcours assez interdisciplinaires, réunissant à la fois la tech, les enjeux, par exemple, de l'éducation. Et c'est comme ça qu'on va innover. Donc, le monde de la start-up aujourd'hui, je pense que c'est un milieu hyper attractif pour les jeunes parce qu'on se dit, bon, on peut contribuer d'autant plus à changer un peu les choses. Changer le monde, et effectivement, ce qu'on comprend aussi de vos propos, c'est qu'il faut peut-être aussi rapprocher le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat aussi, et de l'école, et vous en êtes la preuve. Merci infiniment, en tout cas, Louise Richer, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Cofondatrice de Rakuno, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite, en tout cas, que vous reviendrez à la rentrée nous en parler, si ça vous dit. Merci beaucoup. Bon, génial. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Alexandra, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, vous savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.